qu'est-ce qui se passe quand c'est la pleine saison? Premièrement, tu as des clients qui te contactent, mais c'est pas des clients qui te contactent, c'est un flot de clients qui te contactent, surtout si tu es installé depuis quelques années. Ça rentre, ça rentre, ça rentre et tu sais pas pourquoi ni comment ils te trouvent. Alors c'est cool parce que tu as pas besoin de faire du marketing, mais c'est pas cool parce que du coup, tu as énormément de demandes à gérer en même temps et sur un petit laps de temps. Tous les chantiers sont à réaliser en urgence. Tu as rarement quelqu'un au printemps qui te dit: «Allez-y, c'est cool». Moi, j'en ai rarement eu, franchement, voilà. Donc en fait, tout le monde te demande, voilà, de faire le chantier, rapidement et si tu as un petit peu de bouteille, tu te rends compte que quand c'est le printemps, les gens, ils ont toujours une fête, ils ont un anniversaire, ils ont une pool party, ils ont un mariage, ils ont toujours, des bonnes raisons pour faire les travaux là, maintenant, tout de suite, voire même pour hier. Donc tous ces chantiers arrivent maintenant et il faut tous les gérer dans un certain état d'urgence. Les chantiers planifiés prennent plus de temps que prévu. Pourquoi? Bah, tout simplement, si tu étais en Bretagne la semaine dernière, tu as bien compris que vous avez pris une sacrée sauce, quoi. Donc, forcément, si vous aviez prévu, de faire, des gazons ou, autre chose, eh bien, ça a mis plus de temps que prévu. Donc tu as ça et puis tu as aussi le fait que les clients, beh, ils s'envolent un peu, quoi. Ils sont dans l'euphorie du printemps, c'est la belle saison, c'est cool. Du coup, on va commander des petits trucs en plus. Alors c'est super sympa, mais ça fait durer tes chantiers un peu plus longtemps. Donc du coup, bah, tu comptes pas tes heures, hein, bon, bah, ça c'est presque un euphémisme et malheureusement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de paysagistes qui ont une accumulation de devis en retard. Bah, ouais, tu peux pas être partout. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va gérer notre temps. Et puis, bah, ta vie perso, en pâtit aussi, et c'est OK de baisser la tête un peu, mais faut pas non plus trop tirer sur la corde. Je sais de quoi je parle et tu as bien compris. Et donc évidemment, la trésorerie n'est pas proportionnelle, mais ça, on en a parlé déjà tout à l'heure. Alors, il y a 3 moyens, 3 outils, on va dire, qui sont hyper efficaces pour gérer la haute saison sereinement, le plus sereinement possible, en tout cas. 1er, c'est de faire le tri dans les demandes et dans les clients. Ça, c'est le premier point, c'est faire du tri parce qu'on perd énormément de temps à faire des devis qui ne seront jamais validés. Donc, on va faire le tri dans les demandes. Deuxièmement, on va faire le tri dans les chantiers parce que il est bon de faire tous les chantiers maintenant. Et troisième point, on va prendre du recul pour tirer des leçons de ce qui se passe maintenant quand c'est le feu. Parce que si on sait gérer maintenant quand c'est le feu, notre entreprise, on va savoir la gérer encore mieux. Donc, prenons du recul et analysons. Mais ça, on va le faire un peu pas maintenant et surtout après. Le premier point, faire le tri dans les demandes. Alors, je l'ai mis en grand, en gras, en majuscule, avec point d'exclamation. Tous les clients ne se valent pas. Tous les clients ne se valent pas. Donc, on a 3 types de clients qu'on va identifier. Le premier point, c'est les habitués. Alors, qui sont les clients habitués? C'est des clients qui reviennent vers toi régulièrement. Tu sais, par exemple, que, au mois d'avril, madame Dupont, il faut tailler sa haie. Tu sais que monsieur Martin, il faut, lui faire une tonte de pelouse parce qu'il part en vacances et cetera. Ça, c'est les habitués. C'est aussi les contrats d'entretien. C'est les habitués parce que tu les as planifiés à l'avance et tu sais qu'ils reviennent évidemment, même si c'est des contrats. Donc eux, si jamais tu as une demande de leur part, heu, donne-leur une réponse rapide. 24 heures, 48 heures grand maximum. Ne va pas au-delà. Ils sont ta priorité parce que les habitués, c'est eux qui font ton fonds de commerce. C'est parce que ces habitués-là sont justement habitués, parce qu'ils reviennent chaque année ou parce qu'ils ont un contrat avec toi, qui t'assurent un fonds de commerce. Donc c'est eux que tu dois chouchouter et en plus de ça, non seulement ils sont ton fonds de commerce, mais en plus ces gens-là, c'est eux qui te recommandent à leurs amis. C'est logique parce que c'est eux qui te voient plusieurs fois dans l'année. Donc eux, ils vont pouvoir dire à leurs amis: «Faites appel à l'entreprise machin parce qu'ils sont super cool, ils sont réactifs et cetera». Donc c'est eux que tu dois chouchouter parce que c'est eux qui sont ton fonds de commerce. Donc les habitués, réponse rapide. Ça ne veut pas dire que tu dois faire le chantier dans les 48 heures. Ça veut dire que tu dois leur apporter une réponse. Replanifier quelque chose, répondre à un mail, répondre à un appel et cetera s'ils t'ont laissé un message. Mais la réponse, ça doit venir entre 24 et 48 heures, mais vraiment grand max. Le deuxième point, les deuxièmes types de clients, ce sont les anciens clients ou les clients occasionnels. Donc eux, tu vas leur apporter une réponse sous une semaine, maximum encore une fois, hein. Ce sont des clients, qui t'ont déjà contacté,
qui te contactent une fois par an ou une fois tous les 2, 3 ans, et cetera, ou qui t'ont déjà fait a appel par le passé ou pour une ancienne maison et puis ils ont déménagé, et cetera. Donc ces anciens clients-là, c'est aussi des clients qui sont super sympas parce que tu as pas besoin de faire de marketing pour les recruter. Ils viennent pas à toi parce que, tu as mis une pub, payante ou parce que, tu as été, faire un site internet ou faire, un post Facebook, et cetera. Ces gens-là viennent à toi parce qu'ils te connaissent déjà. L'avantage qu'ils ont en plus de ça, c'est que c'est des gens qui te font confiance. Donc en général, sur ces clients-là, quand tu fais un devis, il y a très peu de mise en concurrence. Ou s'il y a une mise en concurrence, c'est juste pour la forme. Ils ont par défaut, dans 80 des cas, ces clients-là, ils vont faire appel à tes services. Donc tu aurais vraiment tort de les négliger. Et les troisièmes, ce sont les nouveaux clients. Alors les nouveaux clients, c'est sympa parce qu'on a toujours besoin de nouveaux clients, soit pour remplacer des clients qui s'en vont, soit pour développer notre entreprise. Mais là, on est dans l'urgence. Et ces nouveaux clients-là, tu peux les traiter quand tu as du temps. Ça veut dire que si c'est la pleine saison et que vraiment tu es full, c'est pas le moment de traiter les nouveaux clients. Donc il faut mieux les envoyer à des collègues, ou leur dire que tu prendras en compte leurs demandes, mais plus tard. Alors maintenant, on va les qualifier les prospects. Alors, parce que les clients, les contrats d'entretien, tout ça, on a l'habitude, hein, OK. Mais comment est-ce qu'on fait pour qualifier, les nouveaux clients, heu, ou les anciens clients? Parce que, enfin, moi, j'ai une mémoire qui est toute pourrie, par exemple, donc j'ai des anciens clients que je prends pour des nouveaux clients. Donc déjà, ce que je fais, c'est que je leur demande si j'ai déjà travaillé pour eux. Si je me rappelle pas, si eux me le rappellent pas, moi, je le demande. Parce que si je pense que c'est un nouveau client, mais qu'en fait, c'est un ancien client, bah, tout de suite, il monte de catégorie. Donc, je vais pouvoir le traiter différemment. Donc, c'est très, très important de savoir si tu as déjà travaillé pour ce client. Alors, si tu as une meilleure mémoire que moi, tu as pas besoin de demander si tu te rends compte, mais dans le doute, il vaut mieux demander. Ensuite, comme tu as un énorme flux de devis qui arrive, tu as une possibilité, c'est de faire payer tes devis. Donc, là, je parle pas des conceptions paysagères, hein. Les conceptions paysagères doivent se faire payer dans tous les cas. Maintenant, on est dans une situation de haute saison. On est dans une situation où on a beaucoup de demandes et on est dans une situation où ton temps est encore plus précieux que d'habitude. Donc, faire payer les devis, c'est pas la peine de mettre 600 € le devis, hein, mais rien que de faire payer une participation au temps et aux frais d'essence sur un tarif de rien que 29 €, 59 €, qui sont des tarifs relativement faibles, permet de savoir si les clients sont prêts à s'engager. Donc ça, c'est déjà un point que tu peux mettre en place. Tu n'es pas obligé de le mettre en place toute l'année, mais sur la période du printemps, c'est un bon moyen de faire le tri aussi avec les clients. Ensuite, le 3e point, ça va être de savoir quel est le niveau d'urgence de la demande. Donc, si la demande ne rentre pas dans ton planning, donc ça veut dire qu'au premier entretien avec ton client, au téléphone, tu vas commencer à lui demander quand est-ce qu'il veut que les travaux soient terminés. Quand tu sais que le client, il veut que les travaux soient terminés, imagine que je te contacte aujourd'hui et que je te dise: «Mais moi, je veux une fin de travaux à la fin de l'année», c'est cool, tu vas pouvoir traiter le devis. Par contre, si toi, ton carnet de commandes, il est plein pour 6 mois et que je te dis: «Moi, je veux que ce soit fait avant mai», eh bah, tu vas pouvoir déjà faire le tri dans ta clientèle et lui dire que tu pourras pas l'accepter. Et donc tu vas lui recommander, on dit jamais non, franchement, on dit: «Non, je peux pas, par contre, je peux vous recommander un collègue», voilà et puis tu envoies un junior qui vient de se lancer et qui a besoin de travailler, par exemple, d'accord? Mais si en ayant déterminé le niveau d'urgence, tu vas savoir si tu peux prendre ce chantier-là ou pas, avant de commencer à faire un devis, te déplacer chez le client et d'engager des frais et du temps. Et le 4e point, pardon, ça va être de définir le budget. Alors là, je sais ce qui arrive. Les clients ne savent pas le budget, les clients ne disent jamais le budget, et cetera, et cetera. OK, je l'entends très bien et définir un budget sur le premier appel au téléphone, c'est compliqué et même je te dirais de pas trop t'y hasarder. Maintenant, au cours du premier rendez-vous avec le client, tu peux très bien définir le budget. Si on est sur une prestation, d'entretien de jardin, si c'est une prestation que le client a déjà réalisée, il connaît son budget. Donc tu peux lui demander quel est son budget directement. Ça peut aller très vite. Ou si c'est une prestation simple, sans définir le budget, tu peux faire le devis immédiatement chez le client. Lui dire: «Voilà, votre taille de haie, je vois, je maîtrise, je vois ce qui est évacué et cetera. Prévoyez 800 €», exemple.
Donc, si le client il te dit OK, c'est bon, super, prends un papier carbone, fais-lui signer 800 €, tu viens de signer un devis tout de suite. Si le client te dit je l'ai fait pour 600, toi tu la passes pas, hop, tu t'en vas, d'accord? Mais tu as un budget et tu perds pas de temps à faire rentrer au bureau, refaire un devis, renégocier avec le client, renvoyer le devis, et cetera. L'affaire est réglée à ce moment-là. C'est dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est pour les entretiens. Quand c'est une création, je ne sais pas si tu as déjà essayé de demander à un client en création quel était son budget. Tu as une réponse avec une enveloppe, une fois sur 20, une fois sur 30 et encore et encore. Je sais pas si vous avez déjà essayé de demander les budgets, dans les, à vos clients? Personne n'a essayé? Difficile, Mathilde, ouais. Christophe, ça m'arrive, super. Mathilde, ouais, c'est difficile, OK. Marianne, oui, très bien. Eman aussi, super et est-ce que vous avez obtenu une réponse? Alors Mathilde me dit: «Ils disent qu'ils en ont pas forcément et ils attendent de voir». OK, ouais, c'est la réponse qu'on a en général et je vais te répondre, je vais te montrer comment faire. Heu, c'est flou et subjectif, Eman, exactement, c'est ce qu'on a. C'est: «Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé, j'en sais rien» et cetera. Donc pour, répondre à un client qui vous arrivez sur une création de jardin. Imaginons que le terrain est complètement vierge et vous dites au client: «OK, vous voulez faire un jardin, méditerranéen avec des oliviers de fou et cetera. Est-ce que vous avez défini un budget?» Et le client vous dit: «Bah non, pas du tout, j'ai aucune idée de ce que ça coûte». Sauf que le client, il est pas en train de te répondre sur la question du budget, il te dit: «Je sais pas ce que ça coûte». Ça évidemment, tu as pas encore fait le devis, mais son budget, lui, il l'a. Il a réservé de l'argent pour ça ou il a prévu de faire un crédit pour ça. Donc ça veut dire qu'il a une enveloppe qui est là. Le tout maintenant, c'est d'aller chercher quel est le montant de cette enveloppe. Alors comment est-ce qu'on fait pour aller chercher le montant de l'enveloppe? Premier point, vous regardez l'ensemble et vous dites: «OK, je vois bien votre espace, j'ai compris ce que vous voulez. J'ai déjà fait des jardins pour tel tarif et dans le tel tarif, accrochez bien à vous à votre chaise, vous envoyez du bois. Vous mettez un tarif élevé». Pourquoi vous allez mettre un tarif élevé? Parce que en mettant un tarif élevé, si le client vous dit: «Ouais, c'est OK», vous avez carte blanche pour faire ce qu'il vous demande avec le budget de vos rêves. OK? Donc n'ayez pas peur de taper sur un gros tarif. 2 réponses possibles. Oui, c'est OK, moi je suis OK pour ce tarif-là. Youpi. Non, moi je suis pas OK parce qu'en fait, j'avais pas prévu autant. D'accord. Heu, est-ce que vous saviez combien vous avez prévu? Une fois sur 3, vous l'obtenez là. Une fois sur 3, à ce moment-là, vous obtenez le budget. Dans les 2 fois sur 3 qui restent, vous dites: «OK, je vous ai annoncé un budget à 50 000 €. Mais si on réduit un peu la taille des végétaux, on change quelques matériaux, c'est tout à fait possible que ça passe pour 40 000. Est-ce que 40 000 ce serait bon pour vous? Est-ce que c'est un budget que vous étiez prévu, une enveloppe qui est disponible pour vous? Si la réponse, elle dit non, mais franchement, la personne dit oui, cool, vous pouvez bosser. La personne dit non, franchement, j'ai pas prévu ça, moi, je me sens pas, dit ok, mais moi, j'ai besoin de quelque chose pour travailler. Donc, si vous me donnez pas de budget, moi, je peux pas travailler. Et souvent, les personnes arrêtent ou donnent un budget qui est ridiculement faible et qui vous permet pas de travailler. Donc vous ne travaillez pas et c'est vachement cool parce que vous venez de vous éviter une belle journée au moins de devis, travail de plan et cetera au bureau. Donc vous venez de gagner du temps. Donc c'est très, très important d'avoir cette information sur le délai et le budget. On aborde le point 2. On fait le tri dans les chantiers? Hem, tous les chantiers, comme tous les clients, ne se valent pas. Tous les chantiers ne se valent pas et tous les chantiers ne sont pas bons à réaliser au printemps. Si on vous contacte au mois d'avril pour monter une maçonnerie, c'est ridicule. Vous n'allez pas forcément la prendre. Ouais, je veux dire, il y a pas d'urgence végétale là, on est d'accord. Donc on va utiliser la méthode de la gestion d'un arbre. Comme vous gérez un arbre, vous allez gérer vos chantiers et vos demandes de chantier, vos devis validés, quoi. On peut tutorer un arbre et l'aider à grandir. Ça veut dire qu'on va prendre soin de notre chantier, on va le prendre et c'est grâce à ce chantier-là, on va développer notre entreprise parce qu'on va faire la trésorerie, on va se payer et cetera. Soit on peut élaguer, ça veut dire que
On va faire peut-être, si c'est par exemple une création, on va faire une partie de la création maintenant, qui est plus urgente, une autre à une autre période qui est plus favorable, et cetera. On peut le déplacer, donc on va carrément déplacer notre chantier chez un collègue. Soit on va la battre et on va dire: «Bah non, ça m'intéresse pas et je prends pas ce chantier-là». Alors, on a vu le tri dans les chantiers et maintenant on va voir comment est-ce qu'on fait le tri dans les chantiers. Donc voilà comment est-ce qu'on fait le tri dans les chantiers. On va utiliser la feuille de gestion des chantiers. Alors si, vous voulez la feuille de la gestion des chantiers, je pourrais vous l'envoyer avec plaisir, tout à l'heure, heu, ou, je vous invite à faire une capture d'écran. Alors on va avoir des chantiers qui sont urgents et non reportables pour des clients importants. On va avoir des chantiers qui sont pas urgents ou reportables pour des clients importants. On va avoir des chantiers qui sont urgents, non reportables pour des clients peu importants. Et on va avoir des chantiers qui sont pas urgents ou reportables pour des clients peu importants. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va trier, donc on a trié nos clients et on va voir maintenant les demandes qui vont en face. Donc si vous avez un client qui est important, donc on a dit un client régulier, Heu et le chantier est super sympa à prendre parce que les marges sont bonnes ou parce que vous allez tout simplement, au printemps, un petit peu monter vos tarifs. Bah oui, c'est le jeu de l'offre et de la demande à un moment, hein. Votre temps, c'est votre temps, quoi. Il est pas compressible. Donc, vous pouvez augmenter vos marges et si vous avez une demande sur une prestation qui est à haute marge, c'est le moment de la faire. Soignez votre trésorerie. Donc pour un client régulier, un client haut de gamme qui est déjà travaillé avec vous, voilà, un bon client. Maintenant, qu'est-ce qui est pas urgent ou reportable chez un bon client, chez un client important? Eh ben, c'est des chantiers qui peuvent être faits à une autre période. Donc, tout ce qui va être création de terrasses en bois, maçonnerie, clôture, accès, et cetera. Tout ça, c'est des chantiers qui peuvent plutôt être faits un peu plus tard dans la saison, dans l'été. Donc, ça va vous permettre d'étaler un petit peu. Donc, dites à votre client: «Ah, mais c'est OK, votre demande, je la prends en compte, il y a pas de souci, mais j'ai un délai en juillet ou j'ai un délai en août ou j'ai un délai en septembre», peu importe. Mais donnez du délai, donnez-vous de l'air. Le délai que vous donnez, c'est de l'air. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est votre délai réel. Ça veut dire que si vous mettiez vos chantiers les uns à la queue derrière l'autre, à la queue leu leu, vous vous pourriez peut-être prendre ce chantier-là. Mais ce chantier-là, il vous prend la place d'un chantier qui serait peut-être urgent, à forte marge pour un bon client. Donc le fait de le déplacer en septembre, vous dites à votre client: «Bah, je le déplace en septembre» et puis si entre temps, il y a rien qui rentre, il y a rien qui vous empêche d'appeler le client et de dire: «J'ai un trou qui s'est mis dans mon planning, du coup, je peux vous prendre maintenant, est-ce que ça vous irait?» Il y a rien qui vous empêche de faire ça. Donc, déplacez. Gardez des tarifs normaux évidemment pour ces clients-là, c'est pas le moment d'augmenter les tarifs et on travaille évidemment avec des clients qui sont réguliers. Donc maintenant, un client qui est peu important, mais qui a une demande urgente. Alors ça arrive. Ça, il y en a, le téléphone sonne que de ce genre de clients. Donc c'est des clients nouveaux, des clients occasionnels. C'est souvent pour des chantiers où la marge elle est faible, voire, normale, hein, mais voilà, elle est pas folle, quoi. Ou ce sont des prestations que vous ne maîtrisez pas à 100. Donc là, ce que vous pouvez faire, heu, si vous pouvez pas le déplacer, bah, vous allez l'élaguer, c'est-à-dire vous allez le déléguer. Donc vous pouvez sous-traiter ce type de chantier à un junior, quelqu'un qui se lance là, qui s'est lancé au printemps, qui cherche des clients, c'est super parce que vous allez pouvoir lui offrir l'opportunité de faire décoller son activité, tout en prenant votre marge et gérant vos chantiers en sous-traitance. Soit, carrément, vous pouvez, heu le prendre en co-traitance avec, cette personne en lui disant: «Voilà, je te cette partie-là, je la maîtrise pas, je te laisse faire». Ça peut arriver, par exemple, vous avez je donne un exemple qui est très simple, vous faites une création, vous avez un arrosage intégré, le reste du jardin, vous maîtrisez le reste du jardin, l'arrosage, ça vous saoule, vous maîtrisez pas. Bah, tout simplement, vous dites à quelqu'un: «Bah, je te sous-traite pas» ou tu passes en direct avec le client, on est en co-traitance, il te signe le devis et cetera. Moi, je suis pas responsable de ça en même temps, ça évite d'avoir des responsabilités. On gère rien du coup et puis, bah, voilà, notre chantier, il avance et les choses se font, mais on a délégué. Et puis si pendant l'hiver, on n'a rien à faire et puis qu'un client nous demande de faire un arrosage automatique et qu'on veut aussi amuser, pourquoi pas? Mais pour l'instant, on est dans l'urgence, on est rempli de travail, on a des demandes qui arrivent et donc on va gérer notre temps. Et donc là, on peut sous-traiter ou co-traiter. Et enfin, pour un client qui est peu important et qui a une demande qui est peu urgente, et bien, on va le virer complètement. Donc c'est on va le rejeter
Encore une fois, en recommandant quelqu'un, par exemple, ou tout simplement en lui disant que notre planning est plein pour 6 mois, 1 an, et que donc, du coup, on va pas pouvoir le prendre. Donc là, on est sur des prestations qui sont non maîtrisées ou pas bien maîtrisées, des nouveaux clients, ou des clients qui refusent de voir leurs, travaux déplacés. On peut avoir un client à qui on donne un délai, par exemple, en juin, parce que nous, pour nous, c'est une demande qui est urgente, non reportable, et puis pour lui, c'est trop tard déjà, juin. Mais on lui dit: «Ah bah non, je suis désolé, moi je peux pas». Donc je vous recommande un collègue. Le troisième point, et ça va être de gérer son temps. Donc on va améliorer la gestion du temps dans l'entreprise et on va en même temps conserver du temps pour soi. Et devinez quoi? On va utiliser une fiche de gestion du temps. Alors allez-y, pareil, vous pouvez faire une capture d'écran pour votre fiche de gestion du temps. C'est une fiche que vous allez retrouver si vous suivez la Appreneur Academy, vous l'avez à l'intérieur. Parce que elle est ultra pratique et parce que, on a toujours besoin de gérer notre temps, quel que soit le moment et la saison. Et alors au printemps, bah, c'est encore plus important. Donc encore une fois, on va avoir 4 types de demandes, le temps, ce qui est important et ce qui est urgent. Dans notre temps, on a ce qui est important, mais ce qui est pas urgent. On va avoir ce qui est pas du tout important, mais qui est urgent, et ce qui est pas important et pas urgent. On va grosso modo utiliser la méthode de la gestion de l'arbre, hein, il y a pas de problème. Ce qui est important et à faire immédiatement, c'est une gestion de crise. Vous êtes en train de tondre, votre tondeuse tombe en panne. Bah, vous allez la réparer, vous allez pas laisser votre chantier comme ça. Donc là, c'est une gestion de crise, vous allez le faire maintenant, c'est un problème urgent, vous allez le faire maintenant. Si vous avez des deadlines, ça veut dire que vous avez des clients qui vous disent: «Voilà, je veux qu'à tel moment, ce soit fini», ou des fois, ça peut être remettre un marché public. Si vous faites du marché public, par exemple, où vous dites: «Voilà, à ce moment-là, il faut que tout soit réglé et tout», bon. Donc là, c'est important et urgent, il faut que vous le fassiez le plus vite possible. Et aussi, on a des appels qui sont urgents. Ça veut dire qu'on est au printemps, chose qui se passait pas avant, ça, ce qui se passe maintenant, on a des phénomènes climatiques qui sont extrêmes. On a vu des tornades passer, on a vu des choses comme ça. Alors, si ça arrive dans votre secteur et que vous ayez des arbres arrachés ou des choses comme ça, bah, vous allez aider les gens à dégager leurs accès, on est d'accord, hein? Donc, ce sont des demandes qui sont urgentes et importantes, et votre temps, c'est quelque chose que vous allez planifier maintenant, d'accord? Donc ça, c'est le premier point, urgent, important, on le fait maintenant. Deuxième point, ce qui est important mais pas urgent, et donc on va pouvoir le planifier. Et c'est très important de planifier parce que c'est ces moments-là, importants, pas urgents, qui font qu'on construit notre entreprise. Donc ils sont super importants. C'est les préparations, tout ce qui peut être préparé à l'avance pour faire un chantier, pour voilà, comment est-ce qu'on peut anticiper les choses. C'est se former, prendre du temps de repos, prendre du temps de loisir, et c'est super important de prendre du temps pour soi, repos et loisirs. Mais ça va être aussi, par exemple, la recherche de nouvelles opportunités. Un salon, aller voir des futurs clients, des marchés, et cetera. Donc ça, c'est important parce qu'il faut le faire, mais vous n'êtes pas forcément dans l'urgence maintenant. Donc, peut-être au printemps, vous allez pouvoir vous caler des petits moments dans la semaine pour ces moments-là, notamment sur le repos, le loisir et la formation. Faut pas oublier de se former parce que on accumule vite, vite, vite du retard si on se forme pas, et surtout dans des saisons un peu compliquées, donc c'est important. Et puis surtout, c'est en le faisant maintenant, c'est des choses qui vont rester après, quand les moments seront plus calmes. Ce qui est pas important et qui est urgent, là, vous allez le déléguer. Donc ça veut dire gestion des appels. Vous pouvez faire appel à des personnes qui répondent au téléphone pour vous. Tout ce qui va être interruption, ça veut dire que si vous êtes en train de travailler, que vous avez un mail et que vous êtes en train de lire votre mail, c'est peut-être pas le moment de lire son mail. Alors, calez-vous des moments où vous faites que ça. Ou si on vous contacte via les réseaux sociaux, moi qui travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, on pourrait passer notre journée à répondre aux gens, surtout, enfin, quand on met des pubs sur les réseaux sociaux, ça tombe tout le temps. On pourrait faire que ça. Donc, c'est se caler des moments dans la journée pour faire que ça. Ou déléguer une personne. On est sur déléguer. Il y a certaines réunions qui peuvent être reportées, ou des dossiers, faire des conceptions, faire d'autres devis, voilà, et cetera. Et puis ensuite, ben, on a ce qui est pas important et qui est pas urgent. Alors là, c'est, regarder la télé, aller sur les réseaux sociaux, pour chiller, remplir son temps. Parce que des fois, on a l'impression de travailler, mais en fait, on travaille pas vraiment. Ce qu'on fait, c'est si on regarde l'efficacité derrière, c'est pas fou.
Donc là, c'est des choses qui sont à supprimer. On dit, dans le même sens, faire semblant d'être occupé. Ça veut dire que des fois, on est au bureau, on se dit, ah, je vais faire un truc, mais comme on n'a pas d'objectif, bah, on est en train de faire un truc, quoi. Voilà. Mais du coup, on perd du temps. Il y a notamment des emails ou des appels qui ne nécessitent pas d'être pris. Des commerciaux qui veulent vous vendre des sites internet à 500 euros par mois. C'est pas nécessaire de les prendre. De la même manière, vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les emails, hein. Il y a des choses qui peuvent être à supprimer complètement. Et si c'est un client, évidemment, vous allez répondre et vous allez pouvoir soit le déléguer, soit le faire vous-même un peu plus tard. Maintenant, on va analyser la saison en gestion du temps et des finances. Alors, ce qu'on va faire, en pleine saison, là maintenant, que c'est le rush, prenez avec vous un calepin, prenez un carnet et notez. Notez et dédiez le calepin qu'à ça. Notez ce qui fonctionne. Notez ce qui ne fonctionne pas. Là où vous avez eu des bugs, là où ça n'a vraiment pas marché. Et en même temps, notez aussi ce qui fonctionne. Parce que souvent, ce qui fonctionne, on dit ouais, c'est génial, ça a marché, mais on ne le note pas. Donc, du coup, on ne peut pas le reproduire. Par contre, ce qui n'a pas marché, ça, on l'a bien gravé dans la tête. Et ça reste, quoi. Mais on ne sait pas encore comment faire parce qu'on se dit ah ouais, ça a bugué, ça n'a pas marché, mais bon, ouais, on verra l'année prochaine, ça ne se passera pas. Non, non, non. On le note et on va en tirer une leçon. On va noter tout ce qui peut être amélioré. Donc, ça veut dire que quelque chose a marché, mais peut-être qu'il y avait un autre moyen de faire un peu mieux. Et on va faire un bilan à la fin de la saison et on va utiliser ce bilan avec tout ce qu'on a noté pour pouvoir réutiliser et améliorer.